Bonsoir à tous et bienvenue à ce 26e épisode du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par l'équipe de Medcob Productions et sponsorisé par le Caveau, la microbrasserie des Trois Pistoles. On tient à dire un très gros merci, bien entendu, à notre commanditaire qui permet de faire avancer le projet. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Bien entendu, vous pouvez aller sur le alacoupe.ca où on va publier des articles sur une base plus ou moins régulière, mais quand même, en temps de saison régulière, on est très régulier dans notre production. Et sinon, on est aussi disponible sur Twitter, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, bref, on est un peu partout. Toujours avec le même nom, À la Coupe, c'est pas dur à nous retrouver. Aujourd'hui, on a un show qui est un show quand même assez chargé, puisque là, on va dans les coulisses d'un événement qui est un événement très particulier, que d'ailleurs, on a eu la chance de couvrir en live chez l'équipe de À la Coupe. Et là, aujourd'hui, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui a vécu ce moment-là. Nous, on l'a vécu à la télé, lui, il l'a vécu sur place, et c'est le repêchage 2022 qui était ici à Montréal, en fait. Donc, pour un Québécois, ça devait être doublement plus intéressant, ou en tout cas, peut-être plus sentimental le fait d'être chez soi que d'être à l'étranger. Alors aujourd'hui, on a avec nous notre collaborateur Anthony Saint-Amand, qui est un fan de l'Avalanche, mais pour aujourd'hui, on va se prêter au jeu, j'imagine. Mais oui. De toute façon, comme vous savez, là, moi, ma passion, c'est surtout de suivre la carrière des jeunes joueurs, des jeunes espoirs. Donc, Maverick, ça fait déjà 2 ans que je le regarde jouer. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans son jeu que j'apprécie. Puis, j'ai bien aimé ça, voir un Québécois se faire repêcher en première ronde. Puis, je tiens à spécifier un petit quelque chose. T'sais. Il y a eu 2 Québécois en première ronde. Oui. 50% repêchés par les Coyotes. Voilà. Canadiens, 0, 50% des Coyotes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le choix de premier tour de mon équipe chérie, les Coyotes de l'Arizona, Maverick Lamoureux. Comment ça va? Oh. Comment ça va, Maverick? Ça va très bien, vous, les gars? Ça va super bien. Hey, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Maverick. C'est très apprécié. De rien, ça fait plaisir. Là. Je suis content. Tu viens de sortir une bonne stat. Là. 50% par les Coyotes, là, c'est très bon. Là. Ben quand même. Puis, tu sais, on parle ici, là, il y en a 2 de la LHJMQ, si je ne fais pas erreur, en première ronde. Ouais. 50% par les Coyotes aussi. Fait que bref, hein, on repêche au Québec. J'invite aussi les gens à la maison, si jamais vous avez des questions à poser à Maverick, sentez-vous parfaitement à l'aise, on va les afficher dans le bas, puis on va pouvoir les poser à Maverick. Ça serait super. Alors, on va faire une petite revue là, de ton jeune âge. On ne va pas nécessairement aller dans les gros détails, puisque le gros du show aujourd'hui va être par rapport au repêchage. Mais quand même, là, on parle ici de l'âge de 14 ans. Tu vas prendre la décision de partir de chez vous et tu t'en vas habiter à Hawkesbury alors que tu es originaire de Laval. Pourquoi tu as fait ça? Premièrement, une des raisons, c'était pour l'anglais. Aller à l'école anglaise au Québec, c'est quand même très dur quand tu commences en français. Fait que j'ai décidé de changer de province pour aller en Ontario. Puis après ça, pour aller à l'école anglaise, premièrement là-bas. Puis après ça, je suivais mon meilleur ami, David Coyote. Fait que j'allais jouer avec lui dans son équipe aussi. Là. Fait que ça a été mes deux raisons. Puis c'est pour ça que j'ai fait le move. Là. OK. Puis, toi, de ton côté, tu as eu le droit à une espèce de garde partagée avec tes parents. C'était assez particulier comment est-ce que ça fonctionnait parce qu'ils ne voulaient pas te laisser tout seul là-bas. Non, exact. Vu que j'étais trop jeune, j'avais pas le droit de rester tout seul en appart. Parce qu'on est resté comme dans un sous-sol, dans un 4,5 pendant une demi-année. Fait que c'était pas fameux, je pourrais dire, mais c'était qu'est-ce qu'on avait trouvé, mettons, pour l'instant, puis pour que je joue. Okay. Fait que vu que je pouvais pas rester tout seul, mes parents, avec leur travail, ils faisaient... un 3-4 jours, c'était mon père. Un autre 3-4 jours, c'était ma mère. Puis après ça, ils se faisaient des allers-retours comme ça. Mais ils se voyaient pas beaucoup, fait que ça a été dur pour eux aussi. Fait que c'était une grosse année, sérieusement. Là. Puis si je me trompe pas, ta grand-mère venait aussi? Ouais, fait que des fois, c'est ça. Fait que le peu de temps, les quelques jours que ma grand-mère venait, mes parents pouvaient enfin savoir. Là, fait qu'ils étaient contents. C'était soit qu'ils se voyaient quelques jours à la maison ou c'était à l'aréna. Fait que ouais, fait que ça y allait avec les trois. Là. Okay. Écoute, Anto, gêne-toi pas si jamais tu as des questions. Non, mais c'est une partie de la vie de Maverick que je ne connaissais pas, puisque je m'intéresse pas
au côté hockey qui a vraiment la personnalité. Ça, c'est plus par après. Donc, je trouve ça intéressant. Je ne voulais pas vous couper, mais on parle souvent que les jeunes hockeyeurs, ils doivent faire beaucoup de sacrifices, mais autant leurs parents pour pouvoir se rendre jusqu'à la Ligue nationale. Donc, c'est un très bon exemple que tu viens de donner. Exact. En effet. Puis là, ben, par la suite, là, tu vas déménager encore une fois. Mais là, maintenant, on va commencer avec déjà quand tu étais à Hawkesbury. C'est-tu là que tu as une saison de genre 30 victoires, aucune défaite? Exact. Fait que notre équipe était beaucoup trop forte, sérieusement. On a C'est fini pas 30 victoires, 0 défaite. Puis dans les playoffs, on avait fini 8 victoires, aucune défaite. Versus on est allé aux provinciaux. Fait que, une saison parfaite, là. Hey, c'est quand même. On s'entend que l'adversité était peut-être pas à son maximum. Non, mais c'est pour ça qu'on a fait. Dans l'année, on a fait 7 tournois aussi dans la région de Toronto, aux États-Unis, parce qu'on était beaucoup trop fort pour notre ligue, en fait. De notre équipe, je pense qu'il y a 7 joueurs ou 8 joueurs qui jouent. Moi dans le jeu majeur, puis après ça, il y a 7 autres joueurs qui jouent dans OHL. Fait qu'on était beaucoup trop fort pour le niveau des équipes. Fait on faisait tout le temps des tournois, puis même les tournois, je pense sur 7 tournois, on a gagné 5 ou on a gagné 4. Fait que, je te dis, cette année-là, on était beaucoup trop fort pour tout le monde. J'ai une question pour toi. Les 7 joueurs dans la OHL, c'est quoi leur nom, juste par curiosité? Tu m'en rappelles, là, bien sûr. Il y a David Goyette qui s'est fait repêcher dans la Ligue nationale aussi. Cédric Guindon qui s'est fait repêcher dans la Ligue nationale aussi. Il y avait Jonathan Meili. Il y avait Cédric Sonakitundu. Après ça, il y avait notre goaler, c'était Charlie Schenkel. Lui, il jouait dans USHL, si je me rappelle bien. Puis l'autre, je ne me rappelle plus. C'est long dans ma mémoire. Là. C'est bien correct, merci quand même. Ben, c'est bien correct, puis aussi, tu étais jeune à l'époque. Par la suite, tu vas déménager à Jonquière. Encore là, tu n'es vraiment pas proche de chez vous. Et là, c'est là où tu vas vivre pour la première fois en pensionnat. Oui, exact. Tu es dans une famille. Ça a été un autre gros move. Je voulais revenir au Québec. Puis, je dis ça vite, là, j'étais supposé jouer au Viking, mais ça a été une histoire classique de père et fils du hockey mineur. Ah. Exact. Fait que là, je me suis ramassé à Jonquière. Je me suis ramassé à 5h30 de chez moi. J'étais rendu vraiment loin. Mais encore une fois, je le regarde maintenant aujourd'hui. Puis, mettons de partir en Ontario, puis après ça, de décider d'aller jouer à Jonquière, c'était sûrement les meilleurs moves que j'ai faits parce que ça m'a sorti de ma zone de confort, puis ça m'a habitué à c'est quoi vivre loin de chez eux, d'aller en pension, d'aller dans une nouvelle école, une nouvelle équipe. J'ai fait 2 équipes en 2 ans, puis après ça, avec Drummond, j'ai fait 3 équipes en 3 ans. Fait que j'ai bougé beaucoup, mais quand je regarde ça maintenant, je vois que c'est le meilleur move parce que, mettons, là, je me suis fait drafter par Arizona, c'est à l'autre bout du continent, dans le désert. Fait que c'est pas mal loin aussi, puis je vais avoir encore une nouvelle équipe, après ça, encore du nouveau monde à rencontrer. Puis maintenant, que ça soit en Arizona, qu'il soit 5h30 d'avion, ou que ça soit à Montréal, ou que ça soit à Vancouver, peu importe, ça me dérange plus, je suis habitué à ça. Fait que je suis adapté à ces affaires-là, puis je sais comment faire maintenant, comment réagir à ça. Ben, moi, je peux te dire une chose, c'est que j'avais regardé, entre autres, des émissions là, des Coyotes en lien avec le repêchage, puis du côté de Bill Armstrong, on apprécie le fait qu'à l'âge de 14 ans, tu as pris la décision de te dénaturer, si tu veux, là, de sortir de ta zone de confort puis aller apprendre l'anglais. Là. Ça, c'est quelque chose que, je veux dire, moi, à 14 ans, c'était même pas envisageable l'idée que je parte loin de chez nous. Là, fait très, très jeune, tu as vécu comme beaucoup d'éléments qui t'ont amené à maturer plus rapidement. Puis, mais la réalité des joueurs de hockey est assez rough au niveau de la maison. C'est vraiment pas tout le monde qui sont capables de faire ça aussi. Tu as des joueurs qui partent de chez eux pour la première fois à 17 ans ou à 16 ans, mais ils trouvent ça dur. Fait que le fait que j'avais fait plus jeune, puis je suis comme ça en tant que personne, j'aime ça voyager, j'aime ça rencontrer du nouveau monde. Fait que pour moi, c'était vraiment pas difficile. Fait que j'ai été chanceux là-dessus aussi. Là. On a une question ici de la part d'une personne, d'un auditeur qui dit Salut Maverick, selon toi, c'est qui le joueur le plus difficile à affronter au niveau de la Ligue junior majeure du Québec? Je dirais cette année, ça a été Je suis content qu'ils vont plus être là. C'était le duo Bourque et Bourgault. Oh, c'est vrai, oui. Il était pas très le fun à jouer contre. Je jouais souvent contre ces deux-là. Puis j'étais souvent. Mon coach a essayé de me mettre contre eux, mais même si je jouais une game parfaite défensivement, il allait tout le temps finir avec 3 points chacun où ils sont tellement skills puis sont tellement rapides qu'ils peuvent bouger partout. Fait que je dirais clairement le duo, c'est Bourque et Bourgault. C'est un excellent duo, en effet. Maintenant, une petite question en lien avec... petite question pour Maverick. Avec qui tu as le plus hâte de jouer chez les Coyotes? Ah, ben pourquoi pas? Avec qui tu as le plus hâte de jouer chez les Coyotes? Je pourrais dire, ils ont fait la nouvelle acquisition. Un gars comme Cashin,
Je le regardais jouer, puis... je m'attendais pas à ça. Non, mais tu sais, on est deux gars qui aiment ça frapper puis qui aiment ça être quand même physique. Fait que de le voir aller, c'est sûr que ça serait quelque chose qui serait pas pire le fun. Là. Okay. Mais sinon, c'est sûr que je pourrais dire un gars comme Keller ou comme qui a tellement de skills aussi, de voir aller, ça doit être le fun à regarder, c'est sûr. Tu fais une passe puis il va faire tout le jeu, ça va être le fun. Là. Effectivement, c'est un joueur qui est distrayant à voir aller, mais Zach Cation, je m'attendais vraiment pas à ce que tu Non, mais c'est quand même le fun, cette réponse-là, puisque vous allez toujours être reliés ensemble avec la transaction qu'il y a eu, justement. Ouais, là, avec... Mais malheureusement, il risque de plus être là, mais que tu arrives dans l'organisation. Non, ça se peut aussi. Là. À ce que les Coyotes veulent faire comme reconstruction, là, c'est plus un contrat. Exact. Justement, pour s'avancer, pour venir te chercher au repêchage. Ben ça, la transaction, on va en parler un petit peu plus en détail tantôt, mais effectivement, je pense que... là, on va aller avec ton repêchage de la LHJMQ. C'est un repêchage assez particulier en temps de COVID. Là. C'est quelque chose qui se passe vidéoconférence. Comment ça s'est vécu pour toi, le repêchage des Butchers? Ça s'est vécu avec toute ma famille et tous mes amis chez nous, même si on n'avait pas le droit pendant le COVID. Je pense que c'est un maximum de comme 10 personnes là, chez vous, là, mais on est vraiment plus que ça. C'est pas grave, c'est passé, ça fait 2 ans, là, mais on a réussi à trouver un moyen de faire ça quand même le fun. J'avais mes oncles, ma tante, mes grands-parents, j'avais des amis, après ça, j'avais d'autres membres de la famille qui étaient là, les frères, mon père, après ça, j'avais du monde de partout qui était là, puis c'était vraiment le fun. Au moins, je l'ai vécu. Tout le monde était dans le salon, puis tout le monde, c'était vraiment une bonne journée. Tout le monde était content, tout le monde était excité, tout le monde avait hâte. Mais c'est ça. Fait que ça s'est passé chez nous comme ça, mais c'est rien comparable à la NHL, là, ça, c'est sûr. Ben, c'est quand même un élément de fierté, là. Vas-y, Anto, je t'ai coupé. Si on demeure pour le repêchage à la Ligue junior majeure du Québec, est-ce que tu avais eu des bonnes discussions avec Drummondville avant de te faire repêcher ou c'était vraiment un élément de surprise de sortir là-bas? Non, mais c'est, tu sais, le draft, je pense que c'est un vendredi. Puis c'est le vendredi matin que mon agent m'a parlé, puis il m'a appelé, il a dit Drummond, ils vont te drafter aujourd'hui, peu importe c'est quoi qui arrive. Fait que là, je fais OK, fait que c'est cool. Mais tu sais, avant ça, c'est sûr, je leur avais parlé, tu sais, comme toutes les équipes. Je pense que j'avais une équipe, je n'avais pas parlé, si je me rappelle bien, mais tu sais, là, je leur avais parlé durant l'année. Puis après ça, je savais pas qu'il y avait plus d'intérêt, oui ou non. Mais c'est la journée du draft que mon agent m'a dit qu'ils ont vraiment de l'intérêt et qu'ils veulent vraiment. OK. Puis comment ça s'est passé par rapport à ton intégration avec les Voltigeurs? Tu as joué 2 saisons jusqu'à présent? Oui. Je pourrais dire ça a très bien été. On est une équipe jeune à Drummond. Fait que dès que je suis arrivé, j'ai commencé, j'ai eu un rôle dans l'équipe en partant. Je n'étais pas scratch une game sur 2. Fait que j'ai joué toutes les games. Puis après ça, c'est tout le temps là. Puis après Noël, je pourrais dire mes minutes ont augmenté. Puis à 16 ans, c'est rare que ça arrive. Fait que j'ai été vraiment chanceux là-dessus aussi, d'avoir cette chance-là. Puis ça m'a aidé à grandir comme joueur aussi, puis à maturer aussi. Puis cette année, c'était encore ça, mais en doublé, je pourrais te dire. Là, je jouais sur le powerplay, puis je jouais plus que 25 minutes par game. Fait que ça a été une grosse année aussi. Là. Fait que ça a été une grosse année d'apprentissage à 16 ans. Puis cette année, ça a été une grosse année que j'ai joué beaucoup. Là. Oui, puis écoute, un fait anecdotique, je regardais des fois des évaluations d'autres joueurs de la LHJMQ, puis quand il était plus petit, il mentionnait lorsqu'il jouait contre Maverick Lamoureux, parce que ton gabarit étant très imposant, puis étant une personne qui avait beaucoup de responsabilités dans ton équipe, il comparait contre les meilleurs, si tu veux, donc comment il s'en sortait. Fait que franchement, tu as fait tout un step en avant, là, ça c'est clair. Ce qui va me permettre de pouvoir te poser une question, ça va être la seule question qu'on va faire en anglais, c'est en fait un fan des Coyotes qui est en Arizona, qui m'a demandé de te poser une question. Par rapport à ton style de jeu. Alors, après ça, je vous promets, ça va être en français, premier juré. So, Hunter Franklin, who run the page on Instagram, Coyote Central, asked you, what, in your own opinion, is the biggest strength on the ice for you? I would say definitely my biggest strength is my physical size and my physical aspect and my mean streak. It's definitely the part of my game you're going to notice at first, and it's something I always got to bring on every game, and it's something, it's what I do best, that's for sure. That's for sure. I'm fully agree about it. This is what we heard the most about you. It's the physical side and good skating too. It doesn't matter your side. So. You seems to be a real good skater. Yeah. Merci pour la question en anglais. C'est très apprécié. Tu es probablement même plus bilingue que moi, là, fait que c'est pas pour dire. Donc là, rendu à ta deuxième année de la LHJMQ,
Tu vas avoir 24 points en 51 matchs. C'est un upgrade quand même assez notable au niveau de ta production offensive. Est-ce que de ton côté, tu considères que tu as travaillé beaucoup par rapport à ton hockey sense, hockey IQ, prise de décision et tout ça? Je pourrais dire que c'est sûr que oui. C'est quelque chose que il faut que je continue à travailler encore pour le prochain niveau. C'est tout ce qui est des petits jeux, tout ce qui est des petites passes, la placer, pas tout le temps obligé d'être la grosse passe forte ou cross. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai amélioré cette année, puis c'est quelque chose que je vais continuer à améliorer pour le prochain niveau, parce qu'il faut que ce soit encore meilleur pour le prochain niveau, ça c'est sûr. Là. Puis sinon, on a une question ici de Roxane qui nous dit, petite question pour toi, Maverick, comment est-ce que tu trouves le changement de la Ligue Midget 3A vers la LHJMQ? Je pourrais dire, ça m'a pris un... Tu sais, parce que c'était bizarre, parce qu'on n'a vraiment pas joué beaucoup de games avant Noël à cause c'était les bulles. Fait que j'ai juste joué 10 games avant Noël. On a manqué un petit bout. OK. Est-ce que je suis revenu là? Good? Oui, t'es revenu. T'as dit, on a juste joué 10 games avant. C'est ça, on a joué juste les 10 games. Fait que ça m'a pris clairement ces 10 games-là. Puis après ça, après Noël, je pourrais dire ça m'a pris une bulle. Puis j'étais là, j'étais rendu habitué. Mais ça a été plus m'adapter à jouer contre des gars plus vieux. Je suis arrivé à 16 ans, puis je jouais contre des gars de 20 ans, qui sont beaucoup plus forts, puis sont beaucoup plus gros. Puis c'était la vitesse de jeu aussi. Midget 3, je pouvais garder le puck plus longtemps, je pouvais patiner avec, je pouvais faire un peu ce que je voulais aussi. Mais junior majeur, même si je voulais faire ça, j'arrêtais les gars à deuxième bleu, tout le monde était statique, puis c'était juste plus comme ça que la game marchait. Fallait que j'adapte mon jeu, fallait que je m'habitue. Je pourrais dire que ça a été ça. Les gars qui sont plus gros, qui sont plus forts, qui sont plus rapides, puis après ça, m'adapter au style de jeu junior majeur. OK. On a une question un peu plus pointillée. Après avoir joué en paire avec Jacob Dion, l'un des meilleurs défenseurs offensifs de 20 ans l'an dernier, qu'est-ce que tu as appris de lui? Ah, ça a un lien avec le hockey IQ, ça. Mais tu sais, j'étais chanceux. Dai, ça a été mon teammate toute l'année, mon partner. Je veux dire, j'ai joué avec lui toute l'année. Ça fait 1 an et demi que j'ai joué avec lui. Fait que après Noël à 16 ans, ils m'ont payé avec lui. Fait que j'ai tellement appris sur tout ce qui est plus le côté offensif parce que, comme il a dit, c'était clairement un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue. Il a tellement de skills, il est tellement bon, puis il voit tout, mettons, en ozone. Fait que je pourrais dire que ce que j'ai appris, ça a été clairement mon jeu offensif et d'être plus patient que la rondelle aussi. C'est ça que je pourrais dire. Tu précipitais peut-être un petit peu trop tes jeux avant. J'ai une question pour toi. Entre ton année de 16 ans et 17 ans, est-ce que tes entraîneurs t'ont beaucoup parlé de vouloir t'améliorer offensivement pour être un défenseur encore plus complet ou vous avez vraiment plus parlé de tes forces déjà qui étaient la défensive? Je pourrais dire un peu des deux. Je pourrais dire c'est sûr que oui, offensivement, mais je pourrais dire qu'après ça, c'est mettons, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils voulaient que je sois encore plus méchant. Ou pas méchant, mais je pourrais dire que je sois encore plus solide, que je frappe plus, que je joue encore plus simple, que je fasse tout que je fais déjà de bon, mais encore meilleur parce que, à la Ligue nationale, puis je n'ai parlé avec les Coyotes, je ne vais pas être le défenseur qui va faire 80 points dans la Ligue nationale, puis je ne vais pas être le défenseur offensif. Fait ils veulent que je continue à faire mes affaires, que je suis vraiment bon déjà, puis que je les améliore encore. Là. Ça a plus été ça aussi. Oui, parce qu'on t'avait quand même reproché d'être un gentil géant, un peu dire là, que tu n'étais pas assez physique pour ta grosseur, par contre. Mais moi, j'ai vraiment aimé cette année, lorsque j'ai analysé ton jeu, ton côté offensif. Je t'ai vu beaucoup plus calme avec la rondelle, puis tu as pris beaucoup plus de lancers dirigés vers le but, pas nécessairement pour compter, mais pour donner des occasions à tes attaquants. Tu faisais quand même beaucoup de lancers vers le milieu, jusqu'au bas du filet. Donc, j'ai trouvé ça que c'était vraiment un gros point d'amélioration comparé à ta saison. Exact. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. C'est quelque chose que je me suis fait dire aussi. Fait que t'es pas le seul à avoir remarqué ça. J'ai vu comme quoi, semble-t-il qu'au cours de la dernière saison, ton tir s'est beaucoup amélioré. C'est-tu quelque chose que tu as beaucoup travaillé? Beaucoup. L'été passé, je pourrais dire que environ pendant 5 jours, mettons du lundi au vendredi, je devais tirer 1000 pucks à chaque semaine. Que j'avais, j'ai un net de hockey, on a acheté 2 pendant l'été à cause je les ai brisés 2 au complet. Je shotais je pense que c'était une série de 50 pucks normale, après ça une série de 50 pucks orange. Fait que je faisais ça à chaque jour, puis des fois je faisais ça 2 fois par jour. Fait que j'en tirais environ 1000 à chaque semaine. Fait que pendant tout l'été, oui, ça s'est amélioré. Puis cette année, avec Mathieu Turcotte, 2 fois par semaine, mais quand on pouvait avec les games, je shotais 4 séries de 25 pucks orange sur la glace.
pour améliorer ma vitesse, mais avec des. Puis après ça, ben, ma puissance du tir aussi. Puis ça a tellement amélioré ça aussi du côté de mon tir. Là. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer, excuse, la POC orange, c'est quoi? C'est une POC, c'est plus lourd qu'une POC normale. Ah, ok. On l'utilise une POC orange est plus lourde, fait qu'elle est plus tough à tirer. Là. On l'utilise beaucoup dans les entraînements sur la patinoire et hors glace quand on est plus jeune, justement pour l'améliorer. Ouais. OK, parce que moi, hockeyeur de rue, la POC orange que je connais, c'est une POC vide. C'est une POC en plastique. Non, regarde pas, je tirais pas cette POC-là. Là. Mais je me demandais c'était quoi l'utilité. J'étais comme, tu vas pas t'améliorer en grand-chose avec une POC vide. Mais enfin, bref. Ouais. On a ici Jonas qui nous pose la question. Il dit, quel aspect de ton jeu est-ce que tu voudrais le plus améliorer dans ton arrivée à la LNH? Je pourrais dire, clairement, c'est tout que, comme j'ai dit tantôt, ma prise de décision quand j'ai peu de temps ou quand tout va se passer vite, mais des petites passes, juste la placer. Ma décision avec la rondelle, en fait, c'est vraiment ça que je vais améliorer le plus. Là. Oh mon Dieu, on vit déjà nostalgique. Nathaniel qui te demande c'est quoi ton plus beau souvenir dans la LHJMQ, mais c'est pas fini encore. Non, c'est ça, il m'en reste encore. Là. Mais en tout cas, disons jusqu'à date, le plus beau moment que tu aurais vécu dans la LHJMQ. Je pourrais dire... Tu as participé aux séries quand même cette année, ce qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Aux séries. Mais je pourrais dire, à date, le meilleur moment, ça a été la première fois que j'ai joué à Beaubriand. C'était fait que j'avais toute ma famille, j'avais plein d'amis. Mon frère et ses amis, ils avaient tous des chandails amoureux de toutes mes années qui avaient reviré, puis ils étaient en train de taper comme des fous dans la ville pendant le warm-up. Fait que je pourrais dire que ça a clairement été ça mon plus beau moment à date. Là. OK, c'est le fan club au complet qui s'était déplacé pour oui, exact. Je pense qu'il devait y avoir 75 personnes qui étaient là. Fait que c'était vraiment le fun. Là. Ils remplissent l'aréna, mais pas pour la bonne équipe. Ah, c'est bien ça, j'aime ça. Sinon, mais toi, tu as obtenu une invitation pour le Combine de la LNH. Et ça, le Combine de la LNH, on parle quand même des 50 plus mieux listés espoirs là, pour le prochain repêchage. Tranquillement, 96 qui était là. Excuse-moi quoi? C'était 96 espoirs qui étaient là. OK. Donc là, tu sais à peu près que tu vas être choisi dans les 3 premières rondes quand tu es invité au Combine? Oui, c'est environ ça. Normalement. Là. Comment ça s'est passé pour toi, le Combine de la LNH? Très bien. Fait que, c'était une semaine qu'on était là-bas. Du lundi au vendredi, c'était des entrevues avec toutes les équipes, avec les médias, avec des vidéos avec NHL, avec TVA, des trucs comme ça. Fait que du lundi au vendredi, mettons, j'ai rencontré, moi, c'était 27 équipes. Fait que j'ai rencontré toutes les équipes. J'ai fait d'autres entrevues après. Fait que, ça a été des grosses journées de jasage puis de blabla. Puis à la fin de la journée, j'étais content d'arrêter de parler parce que j'avais parlé toute la journée. Fait comment ça marchait, c'était... tu avais des entrevues, c'était des entrevues de 20 minutes. Puis tu avais des fois une pause de 5 minutes. Fait qu'il fallait que tu cours où il y avait toutes les loges en haut pour te rendre à l'autre. Parce que des fois, il y en a une, mettons, j'étais avec Edmonton, puis il m'avait retenu un peu trop en retard. J'avais Arizona après ça, 5 minutes plus tard. Il fallait que je cours pour aller voir Arizona. Mais tu sais, c'était vraiment le fun, sérieusement. Rencontrer toutes les équipes, tu rentres dans une petite loge, puis après ça, des fois, tu as 15 personnes qui sont là. Là, tu rentres, puis tu serres la main à tout le monde, puis tu dis salut, puis après ça, ils te posent toutes leurs questions. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que la mentalité de chaque équipe, ça change. Fait que il y a chaque équipe qui vont poser des questions différentes, puis que leur sujet va s'enligner sur plein d'affaires différentes. Fait que c'était vraiment le fun, sérieusement. Puis après ça, le samedi, c'était les testings. Puis, qu'est-ce que tu veux dire exactement dans le fond des questions différentes? C'est qu'on va miser sur des aspects de personnalité différents? On va miser sur des Oui, exact. C'est sûr qu'il y en a sur le thème du juste le hockey. Il y en a qui ça va être plus sur la personne. Il y en a qui vont montrer des vidéos de t'aurais fait quoi dans cette situation-là. Il y en a qui vont savoir, ils veulent savoir juste ta vie. S'ils vont trouver des affaires que tu as faites, si tu as des trucs avec la police, si tu as fait des affaires comme ça. Fait que chaque équipe, ils ont une spécification sur quelque chose de précis, puis ils font leur entrevue tourne autour plus de ça. C'est comme il y a certaines équipes que c'est vraiment une conversation comme qu'on a. C'est relax, on fait juste parler, puis on pose des questions une fois dans un comme ça, puis après ça, il n'y a pas de stress. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment plus hockey. Puis toute la mentalité de chaque équipe, elle change. Là. C'est le fun. Puis j'ai pas... vas-y, Anto, vas-y. Est-ce qu'il y a certaines équipes qui, après ton entrevue, sans les nommer, là, tu t'es dit « Oh, je suis peut-être moins dans cette philosophie-là d'équipe. » Non, ça, je pourrais pas vraiment dire ça, qu'il y avait une équipe que j'ai trouvé que ça n'aurait pas été. C'est juste que comment ils approchaient, c'était différent, mais il n'y a pas une équipe que j'ai fait « OK, non, ça ne me tente vraiment pas d'aller là. » Non. OK. Puis, ben, j'ai pas le choix de te poser la question. C'était quoi exactement l'entrevue avec les Coyotes? Vers quoi qu'on s'orientait? Mais ça a bien été. En fait,
Ça a été une de mes meilleures aussi, fait que c'est parfait. Mais dès que je suis rentré, ils m'ont montré tout le vidéo de leur nouvelle arena, ça va ressembler à quoi? C'est quoi tout le setup? Fait que là, je rentrais, puis dans l'écran, j'avais juste ça en gros, leur nouvelle arena. Fait que, je rentre, puis je fais waouh, ça va être malade, là, sérieusement. Là. Fait que c'était une bonne affaire. Puis après ça, ils ont parlé de ça, que tout a été approuvé, puis que après ça va être construit, je pense, dans comme 4 ans. Fait que, c'était impressionnant quand tu rentres, puis tu vois ce setup-là. Là. C'est qui que tu avais avec toi dans l'entrevue? Est-ce que tu avais probablement Bill Armstrong, mais est-ce que tu avais un propriétaire? Il y avait 8 personnes qui étaient là, exactement, je ne m'en rappelle plus. OK, c'est pas grave. Mais Bill, il était là, oui. Ben ça c'est sûr. Il n'a pas le choix d'être là. Puis Bill avait un petit quelque chose pour toi, mettons. On va dire ça comme ça. Mais bref, avant de passer à ça, on va commencer par... est-ce que tu as des questions, en fait, tantôt, avant qu'on change du junior pour aller vers le repêchage? Non, ça va aller comme ci, comme ça tantôt. Ça va aller comme ci, comme ça tantôt. OK, parfait. Donc là, toi, tu as obtenu une invitation pour rien de moins que le repêchage de Montréal qui se tenait le 7 et le 8 juillet à Montréal. Et là, tu ne sais pas exactement où tu vas sortir, mais tu es listé quand même 20e nord-américain. Il y a des bonnes chances que tu sois en première ronde. T'avais-tu des attentes quelconques par rapport au repêchage? Aucune espèce d'attente. Sérieux, c'était tellement... C'était impossible. Je savais que, mettons, il y avait telle équipe qui avait beaucoup d'intérêt envers moi, mais c'est tellement impossible à le prévoir. Junior majeur, comme on a dit tantôt, je savais que Drummond, il y avait un gros intérêt et qu'il me voulait à tout prix. Mais dans la NHL, j'avais aucune espèce d'idée. J'avais eux qui m'aimaient, après ça, j'aurais pu aller là, mais c'est tellement impossible à deviner, c'est tellement impossible à prédire. Là. Puis au niveau. J'étais arrivé là, puis j'étais dans le noir total. J'étais dans le néant, puis j'étais tellement stressé, puis c'était pas le fun. Ça, c'est un fait. Puis là, toi, tu fais ton voyage avec qui exactement à Montréal? Ben, c'est pas bien loin de chez vous, me diras-tu? Là? Non, c'est ça. Fait que, on est arrivé le mercredi. On est arrivé le mercredi matin. On est allé déjeuner. On a fait nos affaires à l'axe là-bas après ça. Mais j'étais allé avec toute ma famille. Fait que j'étais allé avec mon père, ma mère et mon frère là-bas. OK. Puis tes parents, on les a vus aussi. Là. Ouais. Pour ce qui est maintenant de la première ronde, ben là, écoute, on lance la première ronde, les choses déboulent assez rapidement. Et puis là, on arrive à un moment où il y a un move qui est fait. Et ce move-là est un move qui ne sera pas anodin. Les Coyotes de l'Arizona prennent la décision de faire une transaction. Puis cette transaction-là, entre autres, implique Zach Cation. Mais c'est une transaction qui va permettre aux Coyotes d'augmenter de la position 32 à 29. Et à ce moment-là, toi, tu as comme une espèce de vibe qui se pourrait peut-être que ce soit pour toi. Exact. Mais tu sais, je savais qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Fait que là, je me rappelle, mon père, il était allé aux toilettes après le 28. Il était plus capable de se tenir. Je pense qu'il était aussi stressé que moi. Là, il revient. Puis, on savait qu'Arizona avait beaucoup d'intérêt pour moi. Fait que là, je dis, Arizona vient de tuer leur pic. Là, il capote. Il dit, non. Il dit, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Là, je dis, non, il vient de bouger au 29. Je dis, c'est là. Et là, il s'assoit. Il capote. Il commence à stresser. Là, il me regarde. Mais, tu sais, là, j'étais genre, OK, là, ça va-tu être moi ou ça va-tu pas être moi? Là, je dis, c'est là que ça se passe, là, qu'on va voir. Là, j'ai vu mon agent puis les boss de l'agence sont montés les marches, sont allés comme, tu sais, dans le trou pour sortir en dessous. Puis j'ai eu un eye contact avec le boss de l'agence. Fait que là, j'ai fait, OK, il faut que ça soit là parce que sinon, ça va pas. Puis là, après ça, quand j'ai entendu mon nom, tu sais... En fait, j'ai entendu de les voltigeurs, puis après ça, j'ai plus rien entendu. Fait que là, je me suis juste fait, puis je capotais, sérieusement. Mais avant qu'on se rende à vraiment ton repêchage, est-ce que tu as idée si jamais les deux équipes là, qui étaient là, je pense que c'était Tampa Bay, je ne me rappelle plus l'autre, mais entre... Comment? Il y avait Winnipeg aussi entre les deux. Winnipeg et Tampa Bay. Est-ce que tu as eu ouï dire que peut-être eux autres étaient intéressés et qu'ils auraient expliqué pourquoi ils ont fait le mot? Ben, je pense que s'ils ont fait le move, oui, il va y avoir l'intérêt, ils voulaient être sûrs de moi. C'est pour ça, je pense qu'ils ont bougé avant parce qu'ils ne voulaient pas que je parte. Là. Ça doit être ça, ouais. Puis on te voulait beaucoup là, du côté de l'Arizona dans la mesure où on a quand même donné des choix au repêchage. On va chercher aussi Zach Cation qui est peut-être un salaire qu'on voulait libérer chez les Oilers d'Edmonton. Fait que même si on n'est pas choix de premier, on est quand même très désiré par l'organisation. Ça doit être un feeling quand même assez particulier. C'est vraiment le fun. C'est comme sentiment, c'est juste... c'est dur à décrire, mais ça fait tellement du bien quand tu vois que l'équipe bouge s'avance, te repêche, puis après ça, tu sais, Bill, quand il parlait, il était vraiment content aussi. Fait que, ça fait vraiment du bien quand tu vois tout ça. Là.
Ça, je vais avoir des petites choses concernant Bill, mais on a une question ici de quelqu'un qui nous regarde. Il dit c'est quoi ton feeling, ta pensée quand tu as été repêché par les Coyotes de l'Arizona? Mais là, je tiens à préciser, là, quand tu as été rencontré, ils t'ont fait montrer l'aréna puis qu'est-ce qui allait arriver dans les 3-4 prochaines années. Là. Ouais. Mais quand je me suis fait drafter, moi, je pense que le monde. En fait, tout s'est arrêté autour de moi quand j'ai entendu mon nom. En fait, mais, peu importe, quand j'ai vu que c'était par Arizona, là, j'ai entendu mon nom, puis tout a comme shut down autour de moi, puis j'entendais plus rien, je faisais juste descendre. J'avais les jambes molles, j'avais peur de tomber, mais j'étais juste tellement content. Comme sentiment, c'est tellement dur à comprendre. Pas à comprendre, je pourrais dire, à expliquer, parce que c'est comme une draft de joie qui te frappe d'une shot, mais ça fait tellement du bien, puis c'est juste tellement le fun comme sentiment. Là. Fait que par Arizona, puis je savais, vu qu'il m'aimait vraiment, c'était tellement le fun, ça fait vraiment du bien. Là. Là, ce que moi je vais te mentionner, c'est qu'en fait, on a eu la chance de voir, quand on suit les réseaux sociaux des Coyotes, on a eu la chance de voir entre autres des rencontres de scouts, puis de Bill Armstrong. Et lors des rencontres, moi ce que je peux te dire, c'est qu'on a vraiment aimé attendre. Ton côté physique, ton coup de patin, la capacité à couvrir beaucoup de patinoires. Et on mentionne aussi, il est excessivement rare de trouver un gars à ce gabarit-là aussi athlétique. Et là, on répète athlétique. Fait que les scouts te voulaient. Et dans le cas de Bill Armstrong, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a un côté élite au niveau de son agilité et une capacité à prendre la rondelle exceptionnelle. Et quand il a dit élite, Crémont, il a pesé fort sur le mot. Je peux te dire une chose, le DG te voulait vraiment. Ouais. Et quand il a fait la transaction, il a regardé son bras droit puis il a fait genre, c'est bon. Yeah. Mais... Ça, c'était juste une parenthèse. Exact. Mais j'avais vu la vidéo après, mais quand j'ai vu ça, ça fait chaud. DG et toute l'organisation tellement vraiment, mais le combine, ça l'a aidé aussi. J'ai vraiment bien fait au test là-bas. Fait que, mon côté athlétique, j'ai enfin pu le montrer parce que j'ai tout le temps été comme ça. J'ai tout le temps, même si je suis grand, je suis vraiment bien conditionné, puis je suis bon dans tous les sports. Puis, j'ai fait un peu d'athlétisme, après ça, j'ai fait du basket, après ça, j'ai joué à la cross. Fait que, j'ai vraiment bougé, j'ai vraiment fait plein de sports. Fait que, pour ma grandeur, c'est rare aussi. Fait que, il aime bien ça, fait que c'est parfait. Là. Comment on se sent d'être surnommé le meilleur athlète de ce combine-là, justement, puis tu as fini dans 11 et 18 catégories dans le top 10? Exact. Mais quand j'ai vu ça, là, au début, j'étais genre, hey, coudonc, mettons dans le T-test, j'ai fini, je pense que c'était comme 2e ou 4e, puis là, j'étais genre, c'est le fun de voir ça, parce que je voyais tout le reste, puis là, j'étais comme tout le temps dans le top 10, j'étais genre, coudonc, c'est bon, puis quand j'étais là en Arizona, le strength coach là-bas, il m'a dit, j'aimerais tellement ça que tu fasses les tests là-bas, parce que tes oreilles, c'est le fun à entendre, puis voir que de mon groupe d'âge au monde, mettons, ou d'un meilleur athlète de hockey de mon âge, je suis comme surnommé le meilleur athlète, ça fait vraiment du bien. Là. C'est le fun à voir que le petit gars du Québec est le meilleur athlète du monde là, de son âge. Là. Ouais, parce que on mentionne qu'Arizona te voulait vraiment, mais ça a l'air qu'avec le combine, justement, ça les a encore plus poussés à vouloir te repêcher. Là, surtout Ryan Jankowski, qui est un membre du personnel du recruteur amateur qui voulait vraiment t'avoir. Donc, c'est plein de petits facteurs comme ça qui t'ont aidé. J'aime le change-up. Là. Ouais. Excusez-moi, je vous ai quitté pour changer un peu mon allure. J'en profite. Fait que bref, sinon, il y a juste quand même un petit quelque chose que je voulais mentionner, c'est que toi, quand tu as descendu, on peut le dire, tu vivais ton moment parce que tu as été surnommé, et je cite, The Biggest Smile of the Draft. Ouais. Dans mon cas, à moi, en tout cas, tu es venu me chercher ici parce que, tu assumes tes émotions, tu descendais et on voyait qu'il y avait des émotions. Après ça, tu as fait la marche sur, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça ressemblait littéralement à une marche de top modèle. C'était comme une grande allée avec des lumières et tout ça. Puis là, tu croises Gary Bettman. Tout ce moment-là, es-tu conscient de ce que tu vis ou tu te blackout bien raide? Oui, puis non. J'étais conscient que c'est ça que je faisais, mais autour de moi, j'entendais plus rien. C'est comme sérieusement, quand j'ai entendu mon nom, tout le monde est parti à crier, mais dans ma tête, mes oreilles, on dirait qu'ils ne marchaient plus pendant ce moment-là. Mais oui, j'ai eu des larmes de joie qui coulaient, puis que je n'étais pas capable de les garder en dedans, ça sortait de ça, mais il n'y avait pas de problème. Puis après ça, quand tu fais comme ta marche, puis après ça, tu as la caméra qui te suit juste dans la face, puis
Tu marches, puis là, tu regardes partout, puis t'es rendu sur stage au Centre Bell devant des milliers de personnes. Fait que, j'étais genre, OK, ça arrive pour de vrai en ce moment. Là. Je tiens à préciser aussi que, peut-être dû au fait que tu es québécois puis qu'on était à Montréal, mais tu as eu quand même droit à des applaudissements très chauds là, quand tu as pris ton jersey, ce qui m'amène à te poser la question de Nathaniel. Comment tu as trouvé l'ambiance au Centre Bell au moment du repêchage? Elle était parfaite, l'ambiance, ça, c'est sûr. Fait que, quand j'ai mis mon jersey, puis après ça, ma casquette, puis après ça, j'ai entendu tout le monde crier. Je me sentais comme le petit gars qui regardait une game de hockey, puis quand les Canadiens scoraient, puis tout le monde criait, je me sentais comme ça. C'était genre, mon sourire, il a encore grandi, puis il était rendu encore plus gros qu'il était déjà, mais j'étais genre, OK, wow, je suis au Centre Bell, puis j'ai plein de monde qui m'applaudissent, puis qui me regardent moi, fait genre, OK, c'est fou comme moment, là. Puis qu'est-ce qui se passe là, un coup que tu as été repêché, là, on rencontre tout le monde, après ça, tu t'en vas faire des entrevues, j'assume? Oui, exact, mais après, ça s'est tout passé tellement vite. Là, je rencontre tout le monde à la table, je pars en arrière, j'ai une entrevue à côté, j'ai une entrevue avec plein de monde TVA. Après ça, c'était des photos. Puis après ça, tu avais dans les couloirs en arrière, tu avais comme des stands d'entrevue, mais je pense que tu en avais 8 en ligne. Puis après ça, tu avais toutes les postes de TV, des Coyotes, d'RDS, TVA. Tout le monde était là. J'avais des caméras, des micros partout dans ma face. J'avais des lumières de tout bord, tout côté. Puis après ça, j'avais du monde qui me shootait des questions en anglais, en français. Puis après ça, ça s'est passé tellement vite. Après ça, j'avais d'autres entrevues. Puis après ça, j'ai dû prendre 6000 photos. C'était des signatures avec Upper Deck, avec des casquettes. Après ça, c'était des photos avec la ligne. Après ça, c'était des vidéos, des montages de vidéos avec comme le gros background des Coyotes en arrière. C'était vraiment de chambre en chambre, en chambre, en chambre qui fait que j'allais prendre des photos, des vidéos, des montages, des trucs comme ça. Là. Tout s'est passé tellement vite. Je pense que ça a pris comme 1 heure environ avant que je puisse retourner à l'hôtel, mais on dirait que ça a passé en 5 minutes. Là. Est-ce que tu avais une question, Anto? Je te voyais. Non, mais c'est vraiment intéressant tout ce qu'il raconte parce que c'est des moments que nous, on ne peut pas voir justement à la télévision ou en tant que partisan. Donc, c'est le fun d'en apprendre plus. C'est ça. C'est des moments que moi, j'avais aucune idée que ça se passait comme ça. Puis là, je voyais, écoutons, j'ai dit, ça finit plus. Là, j'ai dit, c'est donc main gros. Tout le monde est placé partout. Tout le monde a sa place. Puis après ça, tout le monde était installé. Puis c'est quelque chose que, tu sais, au draft, en fait, en tant que personne qui regarde, tu ne vois pas ça, puis tu ne sais pas c'est quoi qui se passe en arrière, mais ça bouge beaucoup en arrière. Là. Puis est-ce que tu penses que toi, ça a peut-être un peu aidé ton expérience dû au fait que vous êtes 3 à avoir été choisis en première ronde, donc c'était pas juste toi qui avais à faire la job de média? Mais je pourrais dire oui puis non. Mais parce que, mettons, ces gars-là, ils étaient pas là pendant que je faisais toutes les entrevues. C'était vraiment des entrevues qui étaient Coley et Geeky étaient déjà partis, ils avaient déjà fait toute leur tournée d'entrevues et de photos. Fait que, pendant ce moment-là, c'était juste moi qui étais là. C'était pas avec les autres. OK, ça n'a rien changé. Puis là, après ça, les choses ont déboulé plus que rapidement. Là, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est le lendemain que tu vas t'en aller pour la Le vendredi, après le draft, on est parti. Ouais. Ce qui m'amène à te poser la question qui tue. La question qui tue étant... T'es parti en jet privé. Veux-tu bien me dire comment on se sent en tant que rockstar? Ouais, tu te sens pas pire big quand tu pars en jet privé, ça c'est sûr. Tu te sens pas quoi? Tu te sens pas pire big, tu te sens vraiment important quand tu pars en jet privé. Ça doit être particulier. Non, ça arrive pas pour de vrai, je pars vraiment en jet privé, mais j'avais enfin beaucoup de place pour mes jambes d'un avion, fait que j'étais content. Oh wow, mais c'est vrai qu'à 6 pieds 7, ça doit pas être évident de rentrer dans des véhicules compacts. Là. Ouf, Seigneur, pas évident. Ici, on a Noah qui nous pose la question. Il dit, est-ce qu'il y a un numéro que tu aimerais porter en Arizona? C'est sûr que le numéro 13, j'aimerais bien ça. Il y a déjà un joueur qui l'a. Fait que, au camp, j'avais le numéro 10. Il m'a donné le numéro 10. Fait que je vais y retourner pour ce numéro-là si le 13 il est pas libre. Là. Et puis sinon, ben là, on est rendu en Arizona. Comment tu as trouvé ça, toi? Juste la place, là. Je parle. Température, lieu, établissement. C'est sûr que la première chose, c'est la température, c'est qu'il fait chaud. Quand on est sorti de l'avion, tu avais ton 40 degrés qui te rentre dans la face solide, puis il fait chaud. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas humide, c'est sec. Fait que c'est pas humide, t'as pas chaud à rester. Oui, c'est chaud, mais tu restes 5 minutes dehors, 5-10 minutes, 15 minutes, puis ça fait du bien, sérieusement. Puis ça, tu rentres dans l'air clim, puis ça fait vraiment du bien. Mais
on n'a pas pu vraiment visiter la ville pour rester longtemps. en Arizona, mais j'ai pris des photos de ma chambre d'hôtel, j'avais les montagnes, j'avais des cactus, puis j'avais le coucher du soleil après, puis j'avais les terrains golf à côté de mon hôtel. Fait que c'était comme place, c'est vraiment, vraiment beau, mais j'ai hâte de visiter quand je vais y retourner. Là, vous étiez où, vous autres? Est-ce que vous étiez à Tempe, à Scottsdale, Glendale? Là, on était à Scottsdale. C'est leur aréna de pratique. On était là pour l'instant. Puis on reste à l'hôtel. OK. Il paraît honnêtement que la nuit, là, le désert, c'est un des plus beaux endroits à être. Là. Ça a l'air que c'est hyper beau. Là. Fait que, ouais, c'est vrai que c'est vraiment beau. Yann, il nous demande, il dit, c'est contre qui tu as le plus hâte de jouer dans la LNH? Je vais y aller. Ça va être dur de jouer contre, mais je vais dire un McDavid. Ça va être très, très dur. Mais sérieux, je le vois aller à la TV, puis c'est genre, wow, il est tellement bon. Fait que voir si je vais me faire passer ou non par lui, ben. C'est tout un défi, là, franchement. C'est ça. Il dit, Justin, tu compares ton style de jeu avec qui au niveau de la LNH? J'ai dit un gars comme Colton Parayko. Puis Bill était content parce que c'est lui qui a drafté Colton Parayko aussi. C'est vrai, back in the days avec les Blues. Exact. Fait que, c'est vraiment un gars que je compare mon style de jeu à lui. C'est un grand gars physique, il bouge bien le puck, il a vraiment un bon tir aussi. Fait que, c'est un gars que j'aime ça regarder. Là, c'est une question par rapport en tant que fan, là, mais moi, j'ai suivi les Coyotes depuis 1998. Je peux te dire qu'en ce moment, tu as un propriétaire qui veut vraiment faire avancer l'équipe. Il est très proactif dans tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te fait peur ou tu te sens à l'aise de faire partie de cette reconstruction totale de l'organisation vers Tempe? Je pourrais dire que je me sens à l'aise parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que, mettons, je vis à Drummondville aussi. On est en reconstruction à Drummondville, puis j'ai fait partie de ça. Fait que là, je vais le faire partie, mais dans la Ligue nationale. Fait que c'est un plus gros step, mais c'est vraiment le fun. Puis, voir que c'est ça, le nouveau propriétaire, il est totalement investi, puis il est tellement gentil. Quand on l'a rencontré, il est venu me parler, il a parlé à toute ma famille, il a parlé à mes amis quand on était à l'hôtel avec eux. Fait que, il fait des millions et des millions, mais c'est un gars tellement ouvert et tellement gentil. Puis quand tu le vois aller, ben, il est ouvert à tout le monde, il va voir tout le monde, puis il est vraiment gentil. Fait que, c'est le fun de voir ça. Quand on a pris le jet privé, c'était avec lui aussi, c'était son jet, puis sa femme, son gars, il était là aussi, puis ils nous ont parlé tout le long. Fait que, c'est vraiment des personnes très gentilles. Fait que, voir ça aussi, puis voir qu'ils sont totalement investis dans l'équipe, ça fait vraiment du bien. Je peux te dire que c'est quelqu'un qui a déjà remonté des entreprises par le passé, puis là, il a décidé de se lancer au niveau sportif, puis c'est huge. Il veut faire un quartier complet, là, puis c'est la première fois que les Coyotes joueraient dans un aréna qui leur appartient, qui n'est pas un aréna qui est loué. Puis le projet, il est grand, mais il est beau. Et s'il réussit, écoute, renaître de ses cendres, ça serait tellement parfait. Là. Je serais le premier heureux. Est-ce que tu as eu content, toi, là? Écoute, déjà en partant, moi, si j'ai la possibilité, j'aimerais ça m'amener à aller voir un match dans l'aréna universitaire parce que je me dis, tu peux pas être plus proche de l'action que ça. C'est impossible. Non, exact. Puis si je peux voir après ça le nouvel aréna, écoute, ça serait un grand bonheur. À quoi ressemble un camp des recrues de la LNH lorsque tu es en réhabilitation suite à ton opération à l'épaule? Non, tantôt, il a dit qu'il n'avait pas pu patiner, mais sinon, toi, qu'est-ce que tu as fait de manière générale? Je vais pouvoir... ça a coupé encore, je pense. OK, fait que là, pendant le camp, je ne pouvais pas patiner. C'était trop tôt. Je peux commencer à patiner dans quelques mois, je pense. Un mois et demi environ. Fait que ça, c'est le fun. Là, je faisais des workouts, je faisais de la rehab. Je regardais les pratiques sinon, puis ça ressemblait pas mal à ça ma semaine. Fait que, on avait des présentations de toutes sortes à chaque jour. Fait que, mes journées passaient quand même vite. Fait que je n'étais pas juste pogné à regarder les gars, être juste à la glace. Fait que, c'était quand même le fun aussi. Puis est-ce que tu as eu la chance de rencontrer la légende de Shane Doan? Oui, il était là, mais il était là au draft aussi. Oh, comment qui? Ouais, il est vraiment gentil. C'est un des gars les plus gentils. Au draft, de gros sourire, la bonne poignée de main. Après ça, à l'hôtel, il nous a parlé aussi. Puis tout. Puis Denis Gauthier, il était là au draft aussi. Puis Denis, il a joué avec lui. Fait que là, il était content. Je pense que c'est son meilleur ami. Fait que là, il était à l'hôtel avec nous. Puis il parlait comme dans le temps qu'il était des chums de hockey. Puis à l'aréna, je l'ai croisé aussi en Arizona. Puis on a parlé pour une dizaine de minutes. Puis ça a bien été. Il est tellement gentil comme gars. Puis là, j'ai réalisé pourquoi tout le monde disait qu'il était aussi gentil, là, mais c'était vraiment un bon gars. Puis on parlait de n'importe quoi, puis c'était vraiment le fun aussi. Là. Puis tu le voyais aller à l'aréna, puis peu importe, quelqu'un disait salut ou voulait prendre une photo, il était tout le temps avec le gros sourire, puis il voulait tout le temps. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Là.
OK. J'avais eu la chance de parler avec Joël Perrault qui avait joué avec lui à l'époque des Coyotes de Phoenix. Puis ce qu'il disait, c'est un des meilleurs human beings, une des meilleures Ouais. personnes qu'il a eu la chance de rencontrer. Puis je me souviens aussi que pour son souper de recrue, Joël avait mentionné comme quoi Shane l'avait rencontré. Il dit, ça fait pas longtemps que tu es dans la LNH, tu sais, fait peut-être que tu n'as pas les moyens. Est-ce que tu préfères qu'on remette ça à l'année prochaine? OK. On s'entend que c'est très, très gentil de sa part. Là. C'est très Non, c'est délicat. ça. On a Nathaniel ici qui te pose. Ah, vas-y, Anto, vas-y. Juste avant Nathaniel, pendant le camp des recrues, en fait, tu as beaucoup regardé, comme tu nous as mentionné. C'est quel autre recrue qui t'a le plus tapé à l'œil, qui est peut-être le plus dominé au camp selon ta perspective à toi? Mais je pourrais dire, clairement, Cooley, là, on est resté troisième overall pour une raison. Mais dans le game, hors concours, il m'a impressionné. Il a fait, en un chiffre, il a fait la Michigan Pass, comme Zegras. Après ça, il a repris la rondelle, il a fait un fake, il a recoupé dans le centre. Puis il s'en allait passer en arrière du net, puis il aurait pu faire la Michigan, mais il l'a passé dans le slot, puis ils ont presque scoré. Fait que, quand tu vois ce gars-là, il fait ça en un shift, imagine qu'est-ce qu'il va faire dans le game au complet. Mais il était vraiment bon. Fait que lui, quand j'ai vu ça, il m'a impressionné solide, puis après ça, je le regardais bien. Là. Il a été qualifié souvent comme étant le joueur le plus électrisant du draft, puis je pense que c'est pas pour rien. Là. Ouais, pour des bonnes raisons. Nathaniel, il demande, il dit, quand tu étais plus jeune, c'était qui le joueur de la LNH que tu admirais le plus? Victor Hedman, ça a tout le temps été quelqu'un que je regardais bien. Beaucoup. Fait C'est dans ton style, ça? Exact. Fait que c'est pour ça que je le regardais en même temps. Hey, c'est tout un modèle à suivre. Est-ce que tu as hâte de jouer contre Sidney Crosby et Seigneur? Hey, là, on est rough, là. Je peux pas dire non à ça. Non, c'est ça. C'est assuré que oui, c'est le gars que tout le monde le regarde depuis qu'ils sont jeunes. Puis j'entends parler de lui comme la vedette de la NHL depuis tant d'années. Mais plus tant maintenant, c'est normal. Mais quand il était dans son prime avant, c'est le gars que tu entendais parler partout. Fait que c'est sûr que oui, j'ai bien hâte de jouer contre. Là. Mais là, pour l'instant, il y a quand même d'autres étapes à franchir avant ça. Exact. C'est quelques années. Fait que va pas être ça. Va pas être demain. Puis sinon, pour les voltigeurs, là, tu t'attends à quoi? Ils ont fait des moves. Là, je t'avoue que moi, je n'ai pas suivi à 100%, mais ils ont fait des moves pour s'améliorer. On s'attend à quoi comme saison? Mais cette année, on va clairement on va être meilleur. Puis on y va pour gagner l'année prochaine. C'est le but, mais on va être encore. On y va pour être très compétitif cette année puis être très bon cette année. Si on va se rendre le plus loin qu'on peut cette année, clairement. Puis mettons, mon but, clairement, en tant d'équipe, c'est se rendre le plus loin possible. Puis si on va faire d'autres moves, je pense que oui. Mais on a même noyé que l'année passée. C'est juste en plus vieux. C'est une bonne chose, parce que tous les gars, on se connaît tous, on a tous déjà une bonne chimie. Fait on est juste un an plus vieux, un an plus fort. Puis fait que c'est très bon. Fait qu'on va être encore meilleur que l'année prochaine. Puis je vise à être très compétitif cette année aussi. Là. Ça, c'est sûr. Si cette année, c'est en première ronde, là, on s'attend à la finale. Là. On veut aller aussi loin que ça, puis peut-être même la Coupe Mémoriale. Là. Exact. C'est sûr que c'est ça qu'on veut. On a des très belles ambitions. Anto, est-ce que tu as des questions concernant tout le combine? Puis... Non, mais j'ai une question. C'est sûr que tu as eu des meetings avec l'organisation d'Arizona. Est-ce que vous avez déjà établi un plan précis pour le futur de ta carrière? Tu sais, peut-être 1 an, 2 ans, les juniors majeurs, des petits points améliorés par l'organisation, des affaires comme ça. Est-ce que tu as déjà un plan précis avec eux? Je pourrais dire pas encore, non. On n'a pas encore un plan de c'est quoi exactement qu'on va faire, mais je pense avec le temps, quand ça va passer, c'est encore tout récent que que j'appartiens aux Coyotes maintenant. Fait, avec le temps qui va passer ou dans quelques mois ou au camp après ça, c'est sûr que oui, on va reparler des trucs comme ça, c'est sûr, mais pour l'instant, on n'a pas parlé de ça encore. Fait que là, pour l'instant, toi, ton plan pour cette année, c'est vraiment on retourne avec les voltigeurs et on y va le plus loin possible. Oui, exact. Comment ça va au niveau de ton épaule qui a été opérée? Oui. Puis est-ce que tu te sens bien? Tu es confiant que tu vas être de retour cette année? Oui, c'est sûr que je vais être de retour cette année. C'est juste que c'est long, c'est le processus qui est long, mais c'est sûr que je vais être de retour cette année. Puis, je vais manquer quelques mois la saison, mais c'est normal. Puis, il fallait que je me fasse opérer parce que sinon, j'aurais pas pu jouer l'année. Puis, j'aurais pas été capable de finir, ça, c'est sûr. Fait que, je l'ai fait tout de suite après le combine. Fait que, je vais être de retour, mais ça va prendre du temps. OK. Ben écoute, moi, j'ai fait le tour des questions par rapport au hockey. Anto, est-ce que tu as une dernière question avant qu'on se quitte? Est-ce que tu as quand même des objectifs individuels, je veux dire, ou c'est vraiment plus juste je pense à l'équipe en premier, puis ça va comme ça? Là?
Ben, je pourrais dire, tu sais, j'ai pas pensé encore à des objectifs individuels, tu sais, vu que j'ai pas commencé encore, tu sais, je vais manquer le début de la saison, mais je pourrais dire, clairement, mon objectif l'année passée, c'est de sortir en première ronde. Puis c'était mon objectif depuis le début que je m'étais seté là-dessus. Je l'ai réussi, je l'ai atteint, je l'ai réussi. Mais tu sais, je pourrais dire, après ça, pour les prochains objectifs, ça a été clairement, pour cette année, ça a été d'avoir l'invitation pour le World Junior, l'équipe, puis de faire l'équipe. À cause de mon épaule, je ne vais pas pouvoir participer parce que je ne vais pas être de retour. Fait que, c'est pas, je fais qu'il va me rester l'année prochaine encore, mais pour l'instant, je n'ai pas pensé à ça. Non. OK. Puis j'ai une autre question pour toi. On a parlé beaucoup de Tristan Luneau comme possiblement le premier défenseur qui allait sortir de la LHJMQ au repêchage. Est-ce que toi, tu t'attendais vraiment à sortir avant lui ou est-ce que ça a été vraiment une grande source de motivation lorsque tu as vu ton nom être prononcé avant lui au repêchage? Mais, tu sais, moi et Tristan, on est dans la même agence, fait qu'on est deux, on est des très bons amis, puis on se connaît très bien, on se côtoie. Mais, tu sais, je peux pas dire que ça a été une source de motivation, mais je pourrais dire, mettons, être le deuxième Québécois sorti, ça a plus été ça, mettons. J'ai été dans les premiers Québécois sortis, avec ça a plus été ça. J'ai pas pensé vraiment, j'ai été le premier défenseur sorti, je suis sorti avant eux, mettons. Mais j'ai pas vraiment pensé à ça. Tristan, puis mettons, Noah, ça a tout le temps été nos trois dans les meilleurs, puis on a tout le temps été excellents les trois aussi. Mais j'ai pas pensé à ça exactement, non. Puis moi, j'aimerais t'entendre parler sur un bon ami à toi, David Goyette, qui a été repêché en deuxième tour par le Kraken de Seattle. Il a connu toute une première saison, lui, au niveau de la OHL. Cibol, il est premier au niveau pointeur de son équipe, au niveau but, au niveau assist. Parle-moi, c'est qui exactement? Quel genre de joueur que c'est? Vous avez vu David Goyette, mais c'est ça, il fait toute sa glace, il fait des goals, il fait des passes, il joue en piqué, il joue en powerplay, il frappait, il s'est battu cette année aussi. Fait que, c'est un gars, il va faire de tout. Puis c'est pas le plus gros, mais il est solide, puis il y en a dedans, ça c'est sûr. Puis il a commencé un début de saison un peu plus slow, mais c'est normal, c'est sa première saison dans le junior. Exact. Puis après ça, après Noël, il a explosé, puis il a explosé très haut, puis il était vraiment bon aussi, puis ça a apparu, tu entendais parler de lui partout. Là. Fait que c'est un gars qui est vraiment bon, puis il va leader son équipe encore pour les prochaines années, ça c'est sûr. En tout cas, il n'a pas raté son entrée dans l'OHL, ça c'est sûr et certain. Vraiment pas. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu, là, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question concernant ton coéquipier Justin Côté. Il disait comme quoi, il était listé comme potentiel pour le draft de cette année. C'est un gars qui est connu comme étant très hargneux, mais il a été ignoré. Parle-nous un peu de ce genre de joueur-là. C'est qui exactement? Mais je pourrais dire, premièrement, j'ai jamais vu un gars shooter le puck aussi fort que Justin. Ça n'a juste pas de sens. Puis tu vois Justin, tu le vois... je pense à 5 et 6 et demi, 5 et 7, puis tu te dis, OK, il n'y a aucune chance que ce gars-là, il est capable de one-timer le puck aussi bien, puis il a autant un bon wrist shot, mais j'ai été tellement surpris quand je l'ai vu jouer pour la première fois, je me dis, non, c'est impossible qu'il sorte ça, mais c'est un scoreur naturel, puis il va tout le temps vouloir travailler, puis il va tout le temps vouloir en donner plus, puis il va vouloir aller chercher à la puck, puis il va vouloir sortir avec, puis après ça, il va se placer, puis il va la mettre dans le net. Fait que, ça, c'est Justin, puis ça a tout le temps été Justin, puis il va continuer à être ça. Fait que j'ai hâte de voir cette année combien de goals il va scorer. Mais lui aussi se fait opérer à l'épaule. J'ai hâte de voir, mettons, cette année, puis l'année prochaine, puis il va en mettre combien dedans. Puis ça va être épeurant pour les gardiens des autres équipes, ça, c'est sûr. Là. Fait que probablement l'année prochaine, ça va être son tour là, à lui de sortir. Oui, exact. Ça, je suis pas inquiet avec ça, c'est sûr. Là. Alors, permets-moi maintenant la question d'un certain Gino de 40 ans qui vit dans son sous-sol et connaît tout au hockey. Ça serait quoi exactement là, qui va être pour toi le gros move qui va faire qu'un joueur va passer Ligue junior majeure à LNH? C'est quoi exactement qui fait la différence entre un joueur drafté et non drafté? Mais je pourrais dire, clairement, c'est l'éthique de travail, puis c'est la masse musculaire, c'est la force physique, c'est la shape du joueur. Fait que je pourrais dire c'est clairement ces affaires-là parce que à ce niveau-là, il y a des joueurs comme McDavid que leur talent il est incroyable, mais rendu là, tous les joueurs ils ont pas mal tout le même talent, puis tous les joueurs sont bons dans tous les aspects de la game. Fait que c'est rendu, physiquement, t'es rendu aussi, t'es-tu prêt ou t'es pas prêt, puis c'est comment tu le veux. Fait que c'est comment tu le veux plus que ton teammate à côté, puis c'est comment tu vas travailler plus fort que lui, parce que c'est ça que les coachs, ils vont aimer, c'est ça qu'ils vont vouloir, c'est ça que je me suis fait dire toute ma vie, puis c'est ça que je me suis fait dire au camp développement là-bas aussi. Là. OK. Ben écoute, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Anto, est-ce que tu as une question avant qu'on se quitte?
Non, je pense que ça va être tout. Ben, écoute, Maverick, je tiens à dire un immense merci d'avoir participé. Tu es très agréable à jaser, by the way. J'avais entendu comme quoi sur la glace, c'était un gars très hargneux et plutôt agressif, mais en personne. Pas comme ça en dehors de la glace, ça, c'est sûr. Tu es très accessible. Un très gros merci à toi d'avoir pris ton temps. Puis tu reviens quand tu veux. Ça va me faire plaisir de pouvoir jaser avec toi. Et puis sinon, ben écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour la saison avec les Voltigeurs cette année. Parfait. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. Merci, là, bye bye. Là. Puis, comment ça s'est passé de ton côté, Anto? On parle quand même d'un jeune homme, mais un jeune homme très mature. Ben oui, j'étais surpris même. On l'a dit, là, c'est une personne qui est très conviviale, toujours gros sourire. Il était très content de venir nous parler. Puis, ça lui a permis de peut-être faire peut-être des futurs partisans des Coyotes de l'Arizona pour poursuivre sa carrière. Oui, on ne sera pas tout seul. Ben, c'est vrai que ça peut peut-être aider au niveau du fanbase au Québec d'avoir un Québécois qui est peut-être plus connu ou plus vu, mettons. Ça peut aider. Puis moi, je serais bien content s'il peut y avoir plus de fans des Coyotes. Là. Ça serait très agréable de jaser. Hey, merci beaucoup, Anto, d'avoir été là. On se tient au courant pour la suite des choses. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi. Puis... Oh, OK, merci. Alors, je tiens à vous rappeler que l'épisode va être disponible en rediffusion et ça va être ce samedi. Ça va être disponible sur Spotify ainsi que sur YouTube. Alors, manquez pas ça. Si vous avez la chance aussi, vous pouvez le partager avec vos amis qui aiment beaucoup le hockey. Je tiens à vous dire un immense merci d'avoir regardé l'épisode et on se donne rendez-vous fort probablement la semaine prochaine, mais on se tient au courant. Merci beaucoup à vous et passez une belle fin de soirée. Bye bye.